Internautes et participants, bonjour et merci d'être connectés pour ce troisième webinaire mandaté par l'UNESCO dans le cadre du projet dénommé « L'éducation aux médias et à l'information pour un engagement civique des jeunes ». La thématique abordée ce matin est « Sécurisation des données à l'heure du numérique ». Je suis Nina Kadi Diallo, modératrice du programme. Pour rappel, chers internautes, Educommunique Afrique est une organisation de jeunes qui existe depuis bientôt 10 ans et qui œuvre essentiellement dans l'éducation aux médias et à l'information. Toutes ces activités visent à renforcer les capacités des jeunes de 12 à 35 ans dans l'analyse des contenus médiatiques et dans l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication. Tout comme les précédents webinaires du 22 février et 25 mars dernier, nous avons le privilège d'avoir à nos côtés une fois de plus le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur admis à la retraite depuis plusieurs années et véritable icône reconnue dans le domaine de la communication au Burkina Faso et hors de nos frontières. Nous écouterons l'exposé du professeur Balima et à la suite duquel nous passerons à la phase des questions et interventions. Mais sachez qu'il vous est possible, durant la communication du professeur, de nous faire parvenir vos questions par écrit sur cette plateforme et d'intervenir oralement après son exposé. Sans plus tarder, nous souhaitons la bienvenue au professeur Serge Théophile Balima et merci professeur d'être là. Nous sommes à votre écoute pour votre exposé sur la thématique de la sécurisation des données à l'ère du numérique. Merci professeur. Merci bien madame, je suis toujours enchanté de participer à ce webinaire pour échanger avec les jeunes. Et aujourd'hui, le thème, c'est sécurisation des données à l'ère du numérique, enjeux et perspectives. Alors, nous allons essayer de voir de façon, on va dire, très simple, ce que c'est que le numérique d'abord, et on verra ensuite ce qu'il y a comme avantage, et on va parler aussi des inconvénients, et on terminera sur les risques et les conseils que je vais essayer de prodiguer aux jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans des pièges qui sont parfois regrettables. Alors, il faut, pour introduire cette communication, je dirais d'abord que la révolution numérique, c'est aussi une révolution technologique, c'est aussi en fait une révolution Internet ou une révolution digitale. Alors, ça veut dire simplement que nous sommes dans une société qui connaît d'énormes bouleversements et les techniques numériques aujourd'hui se rapportent à l'informatique et puis le développement du réseau Internet. C'est que ça englobe l'informatique, mais son périmètre est plus large parce que ça prend en compte aussi les télécommunications, la radio, la télé, l'ordinateur, etc. Donc, le digital, lui, va être plutôt lié à la notion d'expérience, c'est-à-dire l'expérience d'utilisateur. À la base du réseau, il y a les ordinateurs qui puissent échanger les données, c'est-à-dire les sons, les images, les vidéos, les programmes informatiques. Il faut que ces ordinateurs-là soient, si vous voulez, reliés, connectés entre eux. Alors, et ces connexions-là peuvent être câblées ou bien sans fil, et tout cela permet de transmettre des informations, si vous voulez, ou des données entre les ordinateurs. Il faut dire que pour échanger sur la protection des données personnelles qui est consacrée à la sécurisation des données, je vous propose 3 axes de discussion. Le premier axe, c'est d'abord qu'est-ce qu'on appelle données à caractère personnel, pour qu'on essaie exactement ce que c'est. Et deuxièmement, quels sont les enjeux qui sont liés à l'utilisation des données personnelles, on va dire, concernant des gens comme vous et moi. Et enfin, comment faire pour vous conseiller ou vous éduquer à pouvoir promouvoir la protection des données pour ne pas tomber, si vous voulez, dans des mésaventures désagréables. Donc, premier point, les données à caractère personnel. Ça veut dire qu'est-ce que le contenu de données personnelles, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, il faut savoir que ce qu'on entend par données à caractère personnel, c'est toutes les données qui peuvent permettre d'identifier une personne physique, soit directement, soit indirectement. Alors, une donnée, c'est par définition une information qui est codée, c'est une information qui est figée, c'est une information qui est transmissible. La donnée est figée et elle doit être égale à elle-même, sinon sa collecte et son traitement deviennent impossibles. Par exemple, si je prends 2 dates de naissance distinctes, ne peut pas être une donnée. Une autre caractéristique est que la donnée est transmissible. Cela signifie que c'est une donnée qu'on peut mémoriser. On peut confier la donnée à un enregistrement qui pourra être traité, cette donnée pourra être traitée soit immédiatement,
soit traitée ultérieurement. Donc la donnée numérique, quant à elle, c'est une donnée dont la mémorisation est confiée à un système informatique. Ce n'est pas confié à un papier, par exemple. Alors donc cette définition est d'une grande extension parce que ça permet de désigner des réalités très différentes. Une donnée numérique peut être créée et non collectée, plus que les données qui ont été collectées. La donnée personnelle, elle, c'est à la fois une information déclarative chez la personne, sans information non déclarée. Elle peut être recueillie automatiquement, par exemple, naviguer sur les sites web, on peut recueillir, si vous voulez, des données qui vous concernent. C'est le cas lorsque, par exemple, vous vous inscrivez sur un site pour accéder à un produit ou bien pour accéder à un service. Évidemment, par exemple, vous donnez votre adresse électronique et accessoirement, vous avez votre nom, votre prénom et parfois quelques autres informations qui vous sont demandées et que vous donnez. Alors, toutes ces informations-là constituent un ensemble de coordonnées, un ensemble d'indications, un ensemble de traces que vous laissez sur les sites. Alors, et ces informations numériques permettent de définir votre personnalité, si vous voulez, parce qu'elles peuvent révéler vos goûts, elles peuvent révéler vos aspirations, elles peuvent révéler vos préoccupations et même révéler votre vie privée. Donc, l'exploitation des données personnelles, il faut vous dire que ce n'est pas récent. C'est une attitude qui a toujours existé. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la capacité exponentielle d'outils de collecte, capacité de stockage et la puissance donc des moyens de traitement, aujourd'hui, tout cela a pris, si vous voulez, un caractère extraordinaire parce qu'il y a tellement de données qu'on peut même arriver à prédire vos comportements, on peut arriver à prédire vos motivations et vos tendances, par exemple, ou en matière de goût, etc. Donc, les domaines les plus touchés, évidemment, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle les objets connectés ou les machines connectées, parce que, par exemple, les activités de tous les jours, lorsque vous allez voir un médecin qui vous fait une fiche d'enregistrement, par exemple, sur votre situation, évidemment, ça permet d'avoir des données qui vous concernent. Vous avez également l'économie domestique, vous avez les déplacements, puisque avec la géolocalisation, on peut arriver à situer un peu votre parcours géographique dans la semaine, etc. Vous avez aussi l'éducation, etc. Par exemple, lorsque vous utilisez une carte bancaire pour faire une opération, lorsque vous enregistrez, par exemple, vos factures qui sont enregistrées, lorsque vous prenez un ticket de transport, par exemple, maintenant, tous ces éléments-là, si vous voulez, enregistrent des informations vous concernant. Donc, c'est comme si vous, par exemple, vous faites un achat en ligne, c'est la même chose. Lorsque vous utilisez un moteur de recherche sur Internet, évidemment, ou lorsque vous téléchargez une application, forcément, vous laissez des traces. Et toutes ces traces-là constituent des données sur vous. Donc, c'est ça qu'on appelle, si vous voulez, les données à caractère personnel. Alors, est-ce qu'il y a des avantages dans la protection des données personnelles? Évidemment, il y a des avantages parce que chaque jour, nous communiquons des informations personnelles en échange des services numériques. Par exemple, lorsque nous naviguons sur le web, lorsque nous nous connectons avec d'autres personnes à travers les réseaux sociaux, forcément, ce sont, si vous voulez, des informations personnelles que nous utilisons pour faire ce genre de connexion et ce genre d'échange. Donc, c'est un échange qui est considéré comme étant positif parce qu'on arrive à avoir une vie plus agréable, on peut échanger avec des individus et ça devient plus convivial. Alors, parce que le monde, il faut se mettre à l'esprit que nous sommes en train d'entrer dans un monde qui est de plus en plus numérisé. Et ce monde numérisé est axé sur les données et nous entrons rapidement dans un futur où tout sera connecté. En tout cas, demain, tout sera connecté puisque les données deviennent, si vous voulez, une ressource clé pour l'entreprise, une ressource clé pour la santé, pour la sécurité et pour toutes les activités. Donc, si on prend par exemple le domaine de la santé pour rester dans les avantages, il y a par exemple des données cliniques qui figurent sur votre dossier médical et vous pouvez, à l'aide donc des résultats des tests médicaux que vous avez faits, on peut essayer de voir en échangeant avec un autre spécialiste de la médecine pour savoir ce qu'on peut faire de votre situation. Donc, ça peut permettre de transférer assez rapidement des données qui vous concernent, mais dans le bon sens, parce que ça veut permettre de résoudre un problème assez rapidement. Donc là, dans le domaine de la santé, ça peut aussi être un avantage. C'est que, le problème que vous devez savoir, c'est que c'est un avantage, mais absolument, il faut que ces informations soient sécurisées, parce qu'on peut en faire un mauvais usage. Donc c'est pour ça que ces données sont essentielles
Pour la recherche au niveau donc, de la médecine, c'est important. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à faire, par exemple, on va dire, des opérations vraiment à distance. On peut vous téléguider et vous arrivez à faire sur un patient un certain nombre d'interventions médicales. Donc, la médecine va progresser à pas de géant avec cette technique biomédicale, ce qui veut dire que ça peut nous aider à vivre mieux et à vivre plus longtemps, évidemment, si on arrive à utiliser convenablement les données personnelles. Donc, il faut savoir que avec le numérique et l'imagerie médicale, il y a de nouveaux outils qui sont apparus. Et ces nouveaux outils-là permettent effectivement d'aller encore plus loin dans la compréhension du vivant. Aujourd'hui, on maîtrise très bien la compréhension du vivant. On peut analyser des cas et puis analyser les interventions. Et ça permet aujourd'hui vraiment de faire progresser la médecine, comme je le disais récemment, et ça permet de mieux détecter aussi les maladies chirurgicaux à travers justement le numérique, puisque de plus en plus, vous savez, il y a des robots spécialisés qui peuvent faire un certain nombre de travail pour assister le chirurgien. Donc, on peut dire que le développement du numérique ces dernières années ont vu l'émergence, en tout cas, de mise en réseau à l'échelle mondiale comme norme possible d'échanger les informations, non seulement échanger les informations, et on peut arriver à remettre en cause non seulement les lieux, parce qu'on arrive à dépasser les distances, mais aussi les modalités d'accès aux informations, ça a beaucoup également évolué, et les modalités aussi d'accès au savoir, ça a beaucoup évolué, etc. Donc, la norme de confidentialité évolue. À tel point qu'aujourd'hui, pour les pays qui sont encore plus développés ou plus avancés que nous, ont mis en place des références sur la protection des données personnelles. C'est-à-dire le règlement général sur la protection des données. Par exemple, c'est entré en vigueur en Europe en 2020 et ça renforce la protection des données pour tous les citoyens. C'est devenu une norme assez stricte pour que la confidentialité soit respectée et pour que les données qui concernent les individus soient sécurisées. Alors, est-ce que ces données numériques maintenant comportent-elles des inconvénients et des risques? Bon, évidemment, la question de sécurité, l'enregistrement des renseignements sur une plateforme représente toujours un risque important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rare que des personnes malveillantes essaient de dérober les données sur les serveurs. Alors, ce qui fait peur, c'est que de nouveaux acteurs sont apparus et le volume des données produites fait juste tourner la tête. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le big data, qui est devenu encore plus big que big, c'est-à-dire la capacité est devenue extraordinaire. Donc, il y a des enjeux et des risques très importants. Parce que chaque minute, par exemple, ce sont plus de 2 millions de recherches qui sont effectuées sur Google. Voilà. Mais quasiment chaque minute, 4,5 millions de vidéos sont regardées sur YouTube. Donc, vous voyez que c'est vraiment impressionnant. Et plus de 40 millions de messages sont envoyés sur WhatsApp et Messenger, vous voyez, chaque fois en 1 minute, etc. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une situation où le risque est vraiment élevé. Alors, il faut dire aussi qu'avec le développement des médias sociaux, ce développement-là va participer à la multiplication des données qui sont produites sur Internet. Hein, parce que lorsque nous échangeons sur WhatsApp, ce sont nos données qui sont évidemment mises en branle. Donc, le big data, ça va être le terme générique pour traduire, si vous voulez, le volume exceptionnel, pour dire seulement le gros volume de données qui sont produites sur Internet. C'est ce qu'on appelle le big data. Donc, ça touche tous les domaines. À la fois le marketing, ça touche également les sciences, ça touche la relation client, ça touche les transports. Par exemple, quand vous achetez un billet d'avion, vous voyez déjà, vous êtes étiqueté, etc. Ça touche la santé, ça touche l'éducation. Bref, en fait, ça touche tous les domaines. Donc, l'intérêt du big data, c'est de pouvoir tirer profit de nouvelles données qui sont produites par tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les entreprises, les particuliers, les scientifiques, les institutions publiques. Alors, et tirer profit de toutes ces données-là, c'est dans le but d'optimiser soit l'offre commerciale, ou pour optimiser des services, ou développer la recherche scientifique, ou alors développer aussi des emplois, pourquoi pas, ou avoir des relations avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais on peut utiliser tout ça aussi. Malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients face à ces avantages-là, parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'un nouveau scandale d'espionnage numérique n'éclate. Vous en avez sur Facebook chaque fois. Vous avez des entreprises et institutions qui sont chaque fois accusées d'avoir exploité le big data à des fins sujettes à controverse. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'inconvénients aussi qui
qui se greffent, si vous voulez, aux avantages. C'est que, autre inconvénient aussi, c'est la sécurité de stockage des données. Parce qu'aujourd'hui, avec les fournisseurs de cloud, majoritairement qui sont des Américains, ils ont l'habitude de créer des backdoors, leur permettant d'accéder à tout moment aux données qu'ils stockent. Et il faut dire qu'avec ce système-là, ils arrivent théoriquement à avoir accès à vos photos, à vos textes, mais aussi aux données publiques qui sont stockées par les institutions, par les gouvernements. Et aux États-Unis, le Patriot Act qui a été voté par la loi américaine après les attentats donc, du 11 septembre accorde beaucoup de pouvoir au gouvernement américain, par exemple, pour accéder aux données qui sont stockées sur le cloud. C'est ce qui fait que le big data est devenu un risque très important parce que ça pose un problème de respect des libertés individuelles parce qu'au nom du terrorisme, par exemple, ils peuvent accéder à toutes les données. Et comme je vous dis, toutes ces données personnelles sont stockées dans ces clouds-là, ça fait que nous sommes facilement identifiables, même si nous semblons, nous pensons ne pas être assez anonymes en réalité, ils peuvent nous identifier et savoir ce que nous sommes, etc. Donc, ça fait que dans 95% des cas, l'identité d'un individu qui utilise un téléphone mobile, par exemple, il est facilement identifiable. Donc, on est vraiment exposé, et ce qui fait que la collecte des données n'est plus seulement le fait d'organismes publics, mais c'est aujourd'hui le fait aussi d'entreprises privées qui se mêlent de stocker des données à la limite. Donc, finalement, on expose vos données à des fins commerciales. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que c'est assez dangereux. Alors, quels sont maintenant les enjeux qui sont liés à l'utilisation des données personnelles? Alors, pour bien appréhender la révolution Big Data, il faut comprendre les enjeux et les risques, comprendre son fonctionnement pour mesurer les avantages et les inconvénients du Big Data. Alors, en termes d'enjeux, il y en a plusieurs. Alors, le premier, c'est l'enjeu de la souveraineté numérique. Parce que ce point-là, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de ressources numériques qui sont accessibles sur Internet. Et ça nécessite que l'on mette en place des services de plusieurs natures. Par exemple, vous avez les moteurs de recherche, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les services de géolocalisation, vous avez des plateformes d'échange d'images et de vidéos. Alors, donc, vous voyez que l'ensemble de ces différents services-là permettent justement de renforcer la souveraineté numérique sur nos comportements et sur notre vie en société. Donc, ces plateformes-là vont centraliser l'information et vont représenter des intermédiaires obligés, c'est-à-dire des passages obligés pour la quasi-totalité des utilisateurs de l'Internet. Donc, à ce titre-là, les plateformes disposent d'un pouvoir d'influence considérable sur les citoyens. Un autre enjeu, c'est l'enjeu des libertés à l'ère du numérique. C'est-à-dire que c'est une liberté qui est devenue tellement grande qu'en même temps, ça pose un certain nombre de problèmes. Parce qu'on se demande si la notion de surveillance de masse est devenue une réalité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, tant que nous naviguons, nous sommes tous vraiment devenus individuellement une réalité pour l'ensemble des autres usagers. C'est-à-dire qu'au-delà de l'appropriation individuelle du fonctionnement des services et des technologies, ben, c'est aussi une façon pour nous de mettre notre identité, si vous voulez, sur la toile ou à la disposition d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Il y a aussi l'enjeu des conséquences économiques, conséquences politiques, conséquences sociales de l'augmentation du volume des données. Effectivement, avec cette augmentation, les conséquences sont importantes. La technologie va se développer en tension entre deux extrémités. Alors, tension, pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont une vision utopique et libertarienne de la liberté. Alors, selon laquelle la technologie va libérer l'homme. L'homme n'est plus, si vous voulez, un prisonnier, il est devenu libre de façon absolue. Alors, il y a eu une autre opinion qui est à la fois qui est opposée à cette opinion, selon laquelle la technologie crée les outils de contrôle et cette technologie-là va permettre d'asservir finalement l'individu qui va perdre sa liberté. Donc, voici deux points de vue contradictoires sur lesquels, évidemment, chacun peut avoir son point de vue. Il y a aussi l'enjeu de qualité. Comment garantir la qualité des informations qui circulent sur Internet, si vous voulez, parce que si on arrive à connaître les clients, on arrive à connaître les usagers, bon, ça veut dire qu'il faut analyser les informations qui concernent ces clients et ces usagers. Nous n'avons aucune garantie que ces informations qui sont stockées et qui nous concernent sont des informations de qualité. Nous n'avons aucune garantie. Il y a aussi l'enjeu professionnel. L'enjeu professionnel va consister à mettre en relation tous les métiers
pour accroître les performances dans le traitement des dossiers techniques, sanitaires et scientifiques. Par exemple, vous pouvez, avec les connexions, un médecin peut demander à un pharmacien si ce médicament qui n'existe pas n'a pas un équivalent et rapidement, il peut avoir la réponse rapidement pour faire une autre prescription, par exemple. Comme on peut transférer un dossier médical à un autre médecin qui est plus spécialisé parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas le soupçon initial ne relève pas peut-être je sais pas moi, du tube digestif, mais ça relève peut-être du foie ou quelque chose comme ça et on essaie de gérer ça de façon scientifique. Il y a aussi l'enjeu de confidentialité. On peut vous refuser automatiquement un emploi dans certains cas à cause de vos données personnelles qui se baladent dans le big data. Par exemple, on est toujours exposé, comme vous le savez, sur Internet, avec tout ce que nous envoyons comme message, comme photo, on peut arriver à savoir finalement, il peut y avoir une intrusion invisible sur votre intimité. Et on va dire que vous avez par exemple une orientation sexuelle qui ne convient pas et on peut ne pas vous recruter par exemple. Bon, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même les données personnelles sont très importantes, mais en même temps, ça peut jouer des sales tours quelquefois. Donc, parce que généralement, pourquoi? Parce que dans le business, dans le privé surtout, la collaboration de partage des données gagnant-gagnant existe entre institutions, entre les entreprises ou entre individus. Et ce partage de données-là, ce n'est pas toujours un avantage pour les citoyens. Ça peut être un inconvénient aussi, hein, parce qu'on peut transmettre des informations qui vous concernent et qui ne vous arrangent pas pour ce que vous voulez faire. Bon, à tel point qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont plus intelligents pratiquent ce qu'on appelle la contextualisation, c'est-à-dire qu'ils savent utiliser les réseaux sociaux, mais en changeant leur identité, en utilisant par exemple des pseudonymes et en apprenant à restreindre l'accès à leur profil. Et je crois que ça, c'est une vigilance qu'il faut saluer, parce que souvent, le profil, ça peut vous apporter un avantage, mais ça peut comporter des inconvénients. Il y a aussi un enjeu d'éducation, parce que l'actualité a démontré la puissance des réseaux sociaux dans le domaine de la propagation des idées. Par exemple, pour certains pays, l'accès au monde numérique démocratise l'accès au savoir. Par exemple, puisque les livres sont devenus rares, les livres sont chers, les bibliothèques n'existent pas toujours dans les pays du tiers-monde, les cinémas sont sinistrés, les télévisions sont de plus en plus navrantes. Donc, finalement, avec Internet, il peut être possible de combler justement ce déficit-là avec un clic tout simplement. On peut essayer de rattraper le décalage, si vous voulez, éducatif qu'il peut y avoir dans certains contextes bien donnés. Donc, il y a l'éducation pédagogique aussi. C'est-à-dire que l'éducation numérique peut être aussi une éducation pédagogique. Pourquoi? Parce que par l'éducation numérique, on peut informer, on peut donner des compétences sur l'exploitation qui est faite des données comme produit. Et cette façon de faire, évidemment, est un enjeu tout à fait pédagogique. Il y a aussi l'enjeu de civisme et de citoyenneté, forcément, parce que les moteurs de recherche et les autres plateformes numériques imposent des modèles de pensée. Et ces modèles de pensée vont agir sur nos façons de voir le monde. Voilà, si l'accès à la connaissance donne un moyen d'agir sur les citoyens, mais il faut absolument que ces citoyens-là soient capables aussi de décrypter les connaissances qui sont déversées sur le net. Donc, de la donnée brute à la donnée traitée, il convient de déconstruire le traitement de l'information. Et il y a aussi un enjeu économique ou des conséquences économiques qui sont assez importantes. Une étude qui a été réalisée en 2015, déjà plus de 5 ans, c'est pour vous donner une idée simplement. On chiffrait déjà, on s'est rendu compte que dans les prochaines années, on est 138 milliards d'euros du prix national brut, si vous voulez, de l'Europe, par exemple. Il y a aussi un enjeu sociétal, à savoir que les enfants d'aujourd'hui ne connaîtront qu'un partie à Google. On voit finalement à quel point, à quelle sauce vous voulez, les enfants peuvent être mangés. Cette situation fait que de surveillance de masse, c'est devenu une préoccupation majeure pour toutes les opinions mondiales. Parce que nous serons tous contrôlés, nous serons tous suivis, nous serons tous tracés, etc. Donc, au-delà de l'appropriation individuelle du fonctionnement des services et des technologies, bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'en réalité, il y a une nouvelle société qui est en train de se mettre en place et qui va faire que, finalement, très suivi, et on va vivre avec ça. C'est de nouvelles valeurs, si vous voulez, qui vont affecter notre mode de vie dans la société.
Alors, maintenant, par quels moyens nos données personnelles peuvent-elles être usurpées? Alors, c'est une grande question. D'abord, à partir des cookies, c'est-à-dire ces petits fichiers que vous voyez lorsque vous êtes connecté, surtout sur le site de notre ordinateur. Et lorsque vous visitez un site, ça permet de vous reconnaître si vous voulez. Et lorsque vous allez revenir encore sur le site, vous allez être identifié. Et ça permet de ne plus vous redemander toujours les mêmes informations. Vous avez également votre adresse IP, qui est une voie également d'identification, c'est-à-dire le Internet Protocol Address en anglais. C'est un numéro d'identification qui est lié à votre appareil connecté au réseau. Alors, ce numéro d'identité permet d'identifier la machine sur le réseau, mais ça permet aussi à la machine de communiquer avec d'autres appareils ou sites Internet. Malheureusement, elle permet aussi de savoir que ce même appareil qui a été sur les différents sites et ainsi de retracer ses navigations. Donc, ça permet de tracer, si vous voulez, tout le parcours, si vous voulez, de ce même appareil. Autres éléments par lesquels on arrive à vous identifier, c'est la géolocalisation. On sait quels sont les endroits où vous êtes rendu et on sait finalement à partir de quel endroit vous envoyez vos informations et on peut déduire vos trajets réguliers. On peut déduire vos hobbies, c'est-à-dire vos passions, ce que vous aimez le plus, vos activités, vos habitudes de consommation. Et on arrive à connaître aussi vos petits soucis personnels. Donc, nous sommes en permanence géolocalisés par rapport à notre insu. Il y a aussi le courrier électronique et les métadonnées. Lorsque vous envoyez à un ami un texte en disant « je t'invite à mon anniversaire » avec une photo de votre invitation, ça constitue le contenu de votre message. Et avec cet envoi-là, il y a d'autres informations qui sont générées, qui peuvent être comprises par les ordinateurs et qui vont s'occuper de la transmission de votre message. Donc, on les appelle les métadonnées, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous avez envoyé le message, l'adresse électronique, l'identifiant de votre correspondant, les données d'identification de l'appareil d'envoi. Donc, vous voyez que ce sont des métadonnées qui viennent s'ajouter à votre petit message que vous avez envoyé. Donc, vous comprenez qu'après de là, on arrive davantage encore à maîtriser un certain nombre d'éléments qui vous concernent. Vous avez également les messageries instantanées que nous utilisons à travers les réseaux sociaux, évidemment, mais il faut savoir que lorsque vous communiquez facilement avec vos proches, il faut savoir ces plateformes. Parce que les photos que vous envoyez, les vidéos que vous envoyez sur Snapchat, etc., restent stockées sur les serveurs. Il faut que vous le sachiez, parce que souvent, vous pouvez envoyer des photos qui sont des photos intimes et vous ignorez que ces photos vont être stockées sur des serveurs. Alors donc, par exemple, si vous envoyez des trucs sur WhatsApp, vous savez que WhatsApp appartient à tous vos numéros de téléphone, à vos métadonnées, etc., ou accès aussi aux métadonnées des échanges que vous avez eus avec vos amis, avec vos correspondants. Vous avez aussi les applications mobiles. La plus grande partie du temps passé sur le mobile est consacrée à les applications. Je pense aux réseaux sociaux, les messageries, les divertissements, les jeux. Alors, évidemment, tous ces éléments, si vous voulez, toutes ces applications sont utilisées individuellement. C'est utilisé seul par un individu pour ses activités numériques favorites, mais il faut rester vigilant. Rester vigilant et se renseigner sur ces applications-là parce que tout cela permet effectivement de vous identifier. Vous avez aussi les objets connectés et leurs applications associées. Par exemple, bon, il y a des montres qui sont géolocalisées, il y a les applications de santé, il y a des aides au devoir, il y a ce qu'on appelle les appareils de la domotique, c'est-à-dire la programmation des appareils électroménagers. Il y en a qui arrivent à le faire dans certains pays. Il y a la gestion de l'énergie. Vous savez que dans certains cas, lorsque vous quittez votre chambre d'hôtel, bon, vous prenez, il y a une puce que vous retirez dès l'entrée et puis ça va s'éteindre automatiquement, vous n'aurez plus d'énergie. Vous avez tout ce qui est système de sécurité alarme. Vous avez les simulations de présence quand vous approchez, la lumière s'allume ou bien ça s'éteint. Vous avez l'ouverture et la fermeture des portes, des portails automatiques, etc. Alors, tous ces jeux-là, si vous voulez, toutes ces possibilités numériques-là apportent des fonctionnalités, c'est vrai, mais en même temps, ça donne un certain nombre d'informations, en particulier sur vos propres pratiques, sur vos habitudes de vie. Bon, vous avez aussi les réseaux Wi-Fi publics. Ça, c'est aussi un danger, parce que beaucoup de réseaux Wi-Fi qui sont gratuitement accessibles, comme dans certains aéroports, bon, c'est en échange de la collecte de données de navigation. Et plus certaines, et si vous vous engagez dans ça, il faut savoir qu'un pirate informatique peut récupérer des données, parfois très sensibles, par exemple vos mots de passe, récupérer des données sur votre carte bancaire,
en se faisant seulement passer pour le Wi-Fi gratuit d'un restaurant ou le Wi-Fi gratuit d'un aéroport ou le Wi-Fi gratuit d'un quartier. Donc, il faut faire attention. Vous avez également les réseaux sociaux et les sites communautaires. Parce que les réseaux sociaux offrent beaucoup d'avantages, c'est vrai, ça permet d'échanger avec les amis, avec la famille éloignée géographiquement, de dialoguer, de faire des devoirs, de s'informer. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de risques de déconvenus. Parce que là, avec les réseaux sociaux, les risques sont multipliés par X. Parce que l'illusion d'anonymat, il faut faire attention. La résonance d'Internet, il faut faire attention. La grande confusion entre les comptes professionnels et les comptes privés, il faut faire attention parce qu'il y a certains agents, quand ils sont employés, ils utilisent le compte professionnel pour envoyer des messages et ça, c'est extrêmement dangereux. Je connais une dame qui a eu des mésaventures comme ça, qui a perdu son emploi parce qu'elle ne savait pas qu'en utilisant le compte personnel, elle a été suivie par ses patrons et ça posait des problèmes par la suite, etc. Donc, il y a des facteurs de risque, il faut vraiment faire attention. Alors, pour terminer, quelle éducation promouvoir dans la protection des données personnelles? Alors, si les consommateurs ont conscience de l'importance prise par les données aujourd'hui, et il faut en avoir conscience, alors ils n'en demeurent pas, ils ne mesurent pas toujours l'ampleur et les potentialités de ces répercussions-là. Alors, il faut savoir qu'une donnée personnelle, c'est, je rappelle encore, c'est tout élément d'information qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Par exemple, c'est votre nom, votre adresse physique ou email, le lieu où vous vous trouvez, etc., ou encore votre historique de navigation. Parce qu'on peut faire ce parcours-là. Et cela, ça inclut aussi les identifiants en ligne, comme l'adresse IP de votre ordinateur, les cookies, etc. Alors, à quel risque on s'expose dans ces cas-là? On peut en citer quelques-uns. D'abord, il faut vous dire que les informations qui sont stockées dans les serveurs, ces informations-là restent permanentes. Par exemple, vous pouvez envoyer des informations mettons sur Facebook et vous pensez que au bout de 10 ans après, par exemple, vous voulez changer, mais vous ne pouvez plus changer parce que ces informations que vous avez données sont stockées finalement sur la plateforme, alors qu'entre-temps, vous pouvez avoir commis, on va dire, des erreurs de jeunesse, où vous avez présenté un profil, je ne sais pas, et vous voulez changer. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des informations que vous avez déjà envoyées qui peuvent rester assez longtemps et que vous ne voulez plus partager, n'est-ce pas, sur la plateforme. Bon, il y a des contenus choquants, parce qu'il y a beaucoup de comptes, notamment dans Twitter, Facebook ou encore d'autres plateformes, qui peuvent diffuser des images ou des propos violents, des propos pornographiques avec des contenus qui sont essentiellement visuels. Et ça, souvent, les jeunes se laissent aller à ce genre d'expérience. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier aussi le piratage, qui est aussi un autre risque qui existe souvent sur les réseaux sociaux, parce qu'un message viral peut vous proposer de suivre un lien. Or, le lien que vous allez suivre là, c'est un lien corrompu. Vous allez télécharger des applications qui ne sont pas sécurisées. Et en ce moment-là, vous risquez finalement de répondre à des campagnes on va dire, d'hameçonnage, c'est-à-dire des campagnes on va dire, d'intoxication, etc., pour essayer de soutirer des informations qui vous concernent ou qui concernent d'autres personnes. Il y a aussi la reprise de la divulgation de contenus privés. Par exemple, vous pouvez mettre en scène des contenus privés et il faut avoir en permanence à l'esprit qu'il n'y a aucune garantie de confidentialité. Il faut vous dire ça, aucune garantie de confidentialité. Tout contenu peut être copié-collé. Tout contenu peut être repris par d'autres internautes. Tout contenu peut être rediffusé. Donc, il faut faire attention. Vous avez également le harcèlement. Votre présence sur Internet, sur un réseau social, peut amener à subir des remarques désobligeantes. Par exemple, on peut vous envoyer des moqueries ou bien vous dénigrer ou bien faire des commentaires qui peuvent vous paraître humiliants. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi des pratiques à caractère sexuel parce qu'il existe toujours des séducteurs qui sont inconnus et qui essaient de gagner votre confiance en jouant à l'ami compréhensif, en essayant de vous séduire par tous les moyens, à travers le vocabulaire, à travers des photos, etc. Vous pouvez vous exposer à des faux découvreurs de talent. Et on a vu parfois des filles qui se sont laissées avoir comme ça par des agences qui prétendent être des agences qui recrutent des agences de mannequins et qui en réalité vous disent d'envoyer vos photos en bikini, etc. Bon, et vous tombez dans ce piège-là. Il faut faire attention pour ne jamais communiquer vos photos et vos données privées lorsque vous êtes en présence des gens que vous ne connaissez vraiment pas.
Il y a les manipulations commerciales ou idéologiques. Là aussi, les réseaux sociaux sont utilisés par des marques, des associations, des acteurs politiques aussi pour mener des campagnes, recruter des adhérents. Donc, vous devez rester vigilant parce que la désinformation, l'endoctrinement, ça se fait à travers et faire attention. Bon, il y a aussi le désintérêt pour la vie réelle. C'est-à-dire que lorsque vous vous habituez un peu trop, vous devenez addict de cela, vous risquez de ne pas vraiment avoir une autre vie normale. Vous risquez, n'est-ce pas, d'avoir une vie privée. Et cette vie privée permet de vous libérer de la pression de votre entourage, c'est vrai, mais en même temps, ça peut vous amener, si vous voulez, à ne plus vous intéresser à la vie réelle. Hein. Et il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce travers-là aussi, parce qu'on a besoin justement de toujours se retrouver, d'être avec les uns, d'être avec les autres, et non pas vous isoler, sinon ça devient dangereux. Alors, de façon concrète, en termes de conseils, je terminerai là-dessus. Comment se prémunir contre les risques en matière de protection des données? C'est de plus en plus inquiétant, effectivement, aujourd'hui. Et au-delà donc des précautions que l'on peut prendre aujourd'hui, il faut adopter de bons réflexes, avoir des outils adaptés pour sécuriser vos propres pratiques, notamment sur Internet. Mais au-delà de cette vigilance générale, il faut se mobiliser pour faire évoluer le cadre légal, qui n'est pas suffisamment protecteur. Malheureusement, c'est un domaine difficile parce que comment faire pour que les lois là soient plus contraignantes pour les professionnels, pour les réseaux sociaux, pour que ces professionnels-là ou ces grandes sociétés-là soient plus transparentes, assurent la sécurité et le contrôle de nos données. Ça, c'est un problème difficile. Et il faut sensibiliser donc les jeunes qui sont les plus grands consommateurs des plateformes. Il faut inciter les jeunes à rester vigilants face à l'exploitation de leurs données personnelles, leurs mots de passe, leurs comptes sur les réseaux sociaux. Parce que chaque année, on dénombre des millions de comptes Facebook piratés et la mise à nu des mots de passe de tous les utilisateurs de Twitter. Donc, il faut faire attention. Donc, lorsque vous, comme vous êtes des usagers, il faut absolument dénoncer les mauvaises pratiques des professionnels. Par exemple, lorsque vous lisez les clauses de certaines conditions générales, il faut veiller à voir si les clauses ne sont pas des clauses abusives, si ce ne sont pas des clauses illicites, parce que parfois, il y en a qui profitent, ils mettent des dispositions. Malheureusement, on a tendance à ne pas les lire. Hein. On accepte tout de suite sans les lire, mais il faut faire attention, il faut les lire pour voir s'il n'y a pas de défaillance sécuritaire au niveau donc, de ces plateformes-là. Sinon, c'est possible aussi, si vous vous sentez lésé, de recourir aux tribunaux pour faire respecter les obligations de confidentialité. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est communiquer son mot de passe à autrui. Il faut éviter ça. Il faut éviter de stocker ces mots de passe dans un fichier en clair, sur un papier ou dans un lieu facilement accessible par d'autres personnes. Il faut faire attention. Il faut éviter d'enregistrer ces mots de passe dans son navigateur. Et enfin, il faut œuvrer à construire un Internet qui est plus sûr, plus juste, plus transparent, que chacun de nous devienne. Je conclurai en 2 mots pour dire que l'éducation au numérique et l'accès à la connaissance, c'est sans doute une très bonne chose parce que les technologies numériques démultiplient les accès à la connaissance, mais avec un risque négligeable d'une uniformisation de ces derniers. Ça décloisonne certains espaces jusque-là qui étaient réservés à une élite pour accéder en temps réel, surtout dans le monde, à la connaissance. Parce que justement, les collections de musées, c'était difficile, les photos, les presses, les livres, mais aujourd'hui, cet accès est instantané et ça permet au savoir. Mais attention, ce type de savoir n'est pas toujours suffisant. Il y a la nécessité de mieux comprendre l'information qui s'ouvre à nous, ce qui veut dire que nous devons garder un esprit de vigilance pour que n'importe quelle information ne soit pas prise pour argent comptant. Donc, la technologie se développe, c'est vrai, pour notre façon de vivre, hein, ça change notre façon de vivre, mais comme je le disais à un moment donné, je reviens là-dessus, il y a une tension entre 2 extrémités. La vision utopique et libertarienne qui veut que l'homme soit libre de faire vraiment ce qu'il veut dans la solitude avec ses connexions, mais il y a aussi, en se disant que ça nous libère, ceux qui peuvent nous regarder, nous voir, mais il y a une autre opinion qui veut que finalement la technologie comporte des risques parce que ça crée des outils de contrôle et en nous contrôlant, rester dans le juste milieu. Je vous remercie. Durant lequel nous avons eu pas mal d'informations, de nouvelles informations que nous n'avions pas au préalable. Et j'espère que les
les internautes. Saluer la présence sur cette plateforme de M. Michel Keneoé, qui est le chef de la section information et communication du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Alors, on espère qu'on aura la chance de recueillir quelques mots de M. Keneoé à la fin de notre webinaire. Alors, professeur, nous avons pas mal de questions déjà disponibles sur la plateforme. Nous prenons d'abord la première, celle de M. Begré, qui demande « Est-ce qu'une personne ne peut pas avoir accès à ces données pour nous détruire ?» Je pense qu'il voulait plutôt dire « Est-ce qu'une personne ne peut pas avoir à nous donner pour nous détruire ?» Vous devenez encore plus manipulable, puisqu'on peut faire des chantages sur vous, en disant « Moi, j'ai une photo sur vous, j'ai une nudité sur vous, je vous ai vu dans un endroit qui n'est pas net. » Si on mélange tout ça, évidemment, de mettre ça sur le réseau, évidemment, vous devenez facilement manipulable. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est dangereux, effectivement. Alors, nous avons, professeur, une autre question, celle de Clarisse, qui vous remercie pour ses éclaircissements sur l'utilisation des données personnelles. Et elle dit, nous entendons souvent dire qu'on peut utiliser nos photos pour en faire un usage pornographique. C'est-à-dire la télé, c'est la personne et on met un corps nu avec l'image de la personne. Est-ce que cela est possible? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner à ce sujet? Là, il faut être vigilant parce que c'est pour ça qu'il faut choisir, il ne faut jamais, comme je l'ai dit dans la conférence, transmettre vos photos à des inconnus. Il faut faire très attention. Assurez-vous que vous êtes réellement en milieu très sûr avant de le faire. Sinon, avec l'infographie, vous savez, on peut grogner toujours des photos, des images. On peut effectivement faire de la manipulation et vous mettre à côté d'un individu que vous ne connaissez même pas. Donc, il y a aussi cette faculté-là qui existe et ça peut vous desservir dans certains cas. Donc, il faut vraiment faire très attention. Évitez de transmettre vos photos vraiment à n'importe qui. Je crois que ça va être difficile parce que le problème, c'est la permanence des données qui sont stockées. Une fois que vous avez donné des informations, c'est stocké dans des big data et ces gens-là ne veulent jamais modifier les informations qu'ils ont sur vous. C'est ça qui fait qu'il faut des lois très sévères pour que ces informations-là ne soient pas utilisées à des dates qui ne correspondent plus à la période où dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et c'est ça que les data là ont. Et ça, c'est vraiment la permanence des informations, toujours à leur niveau. Ils peuvent les mettre à jour, mais ils gardent toujours les informations précédentes. Ils n'acceptent pas de les supprimer. C'est ça qui est vraiment le problème. Mais ils vous disent en contrepartie qu'eux, ils assurent la confidentialité. Mais ce n'est jamais sûr. Ce n'est jamais sûr. Monsieur Botso et Sivi, à la question suivante, de quels outils devons-nous disposer pour détecter les manipulations des fraudeurs sur le net ou les réseaux sociaux? Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais... On va essayer alors, professeur. Donc, non, je pense qu'il faut seulement être vigilant par rapport à tout ce que j'ai dit là. Si vous êtes vigilant, je crois que ça sera bien mieux parce que sinon, si vous voulez jouer sur les big data, vous savez, l'expérience a montré aujourd'hui que même un téléphone portable que vous n'avez pas, comment dirais-je, dont vous n'appuyez pas l'enregistreur, vous enregistre quand même. Il y a des gens qui font des expériences comme ça sur le net et qui vous démontrent que même un téléphone portable que vous déposez comme ça, lorsque vous parlez, le téléphone enregistre directement. Donc, vous comprenez qu'il faut faire attention parce que la technologie aujourd'hui est devenue tellement pointue que tout est possible. Donc, il faut faire vraiment très attention. Question de M. Nazer qui demande, est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces pour détecter des liens qui sont susceptibles de pirater nos comptes, par exemple? Ceux qui sont susceptibles de pirater vos comptes, ce sont ceux qui sont intéressés par la manipulation. C'est-à-dire que les entreprises recherchent, par exemple, vous allez dans un hôtel, vous remplissez la fiche, c'est enregistré sur Internet, je vous ai dit, parce qu'on demande aujourd'hui obligatoirement votre numéro de téléphone et on demande également votre adresse mail. Et cette adresse mail-là, on dit que c'est confidentiel. Mais en réalité, on va vous poursuivre pour savoir dans quel type de chambre vous avez dormi. Ça vous donne déjà une idée de ce que vous êtes. Si vous êtes venu dormir seul ou si vous êtes venu avec un compagnon ou une compagne, bon, tout ça, ils se font une idée sur vous. Et déjà, on connaît un peu vos penchants. Est-ce que c'était en été que vous êtes venu? Est-ce que vous êtes venu en hiver? Donc, on dit que c'est quelqu'un qui aime donc le chaud. Il va venir en été, sous le soleil. Donc, ça permet de vous identifier. Et c'est ça qui fait que l'individu, si vous voulez, a de moins en moins un rapport de force face à ces grandes entreprises-là. Parce qu'avant, c'était les institutions publiques qui devaient s'occuper de ça. Mais de plus en plus, il y a des privés maintenant qui se mêlent justement de stocker des données. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Parce que eux, c'est à des fins commerciales, à des fins de manipulation, etc. Alors, vous ne savez même pas comment ils enregistrent ces données-là, parce qu'on peut même faire une description complémentaire sur votre physique,
sur, voilà, faire une appréciation. Bon, et ça permet de vous solliciter un jour et vous êtes surpris qu'on vous sollicite, etc. Donc, en fait, on est piégé, si vous voulez, dans cette société-là. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la surveillance de masse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à la surveillance de masse. Mais faisons quand même attention, ne pas tout donner lorsque nous voulons donner des informations sur le web. En tout cas, donnons le moins possible. Ce serait déjà pas mal. Sinon, le système est tel que c'est difficile. Quand vous avez votre téléphone portable, on connaît le parcours géographique. Par exemple, dans la semaine, on sait que vous avez été à tel quartier, tel quartier. Donc, on peut tracer l'historique de votre nation, mais aussi de vos mouvements géographiques. Donc, ça, on n'y peut rien. Mais ce que nous pouvons faire simplement, c'est limiter le nombre de données personnelles que nous allons exposer facilement. Il y en a qui exposent facilement les données. Il faut éviter ça, tout simplement. Sinon, un rapport de force absolue, l'individu n'a pas beaucoup de moyens. C'est pour ça que je vous ai donné les deux points de vue. Ceux qui pensent que finalement nous sommes asservis. On est devenus esclaves et on peut nous manipuler comme on veut. Mais résistons quand même parce que je crois à l'intelligence humaine. Donc, qu'on le veuille ou non, nos données sont exposées sur les plateformes numériques. C'est à nous véritablement de faire attention pour limiter les dégâts, si on peut le dire ainsi. C'est bien ça. Voilà. OK. Alors, on avance avec les questions. Nous avons cette fois celle de M. Sidib, le conseiller, qui dit qu'il aimerait savoir est-ce qu'on peut attaquer les plateformes pour non-respect de leurs mesures de confidentialité qu'elles vous ont soumises. Et si oui, dans quelle juridiction ou bien ça dépend des juridictions internes? Vous pouvez attaquer, la loi vous permet de les attaquer dans tous les pays du monde, c'est tout à fait possible. Parce que l'atteinte à la vie privée, c'est quelque chose que toutes les lois du monde reconnaissent. Donc, vous pouvez les attaquer, effectivement. Mais il faut avoir de bons tribunaux. Parce qu'eux, ils vont avoir de très bons avocats. Donc, vous aussi, vous devez trouver un avocat. Et c'est là où souvent c'est assez déséquilibré. Parce que, mais sinon, vous avez tout à fait le droit. Mais lisez très bien les conditionnalités. Parce que les conditions générales, souvent, on ne les lit pas. Or, ces conditions générales qui sont édictées ne sont pas toujours conformes aux lois en réalité. Ils ajoutent des trucs qui n'existent pas dans les lois. Donc, il faut faire attention. Et si maintenant vous signez, vous acceptez, ben évidemment, vous allez perdre votre procès parce qu'ils vont dire non, vous avez été consentant, vous avez approuvé, vous avez dit j'accepte. Donc, il faut faire attention. Merci, professeur. Monsieur Moussa Samaké nous dit, en dépit des avantages et enjeux du numérique dans notre vie, est-ce possible de mener nos vies sans téléphone Android ou en général de passer de l'outil informatique? Non, ce n'est plus possible, c'est fini. Nous allons être de plus en plus dans un monde numérique. Les objets vont être de plus en plus connectés. Nous allons à distance savoir combien de bouteilles de Fanta restent dans notre réfrigérateur. Bon, donc, ça sera de plus en plus difficile. On n'y peut rien. Nous sommes dans une société de plus en plus numérisée et il faut vivre avec cela. On prend cette fois la question, professeur de Edgar Fassori Traoré. Il nous dit que cette présentation est très instructive, précisément celle qui nous parle de l'enregistrement des données. Est-ce que les GAFA, il y a toujours des antennes dans chaque pays? Je ne comprends pas ça. Je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire. Mais là, il parle des GAFA, je crois. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils ont toujours des antennes dans chaque pays? Bon, oui, parmi les GAFA, vous avez Google, Amazon, Facebook, etc. Apple, voilà. Forcément, ce sont des géants qui, effectivement, ont des antennes un peu partout. Ça, c'est clair. Mais cela dit, on ne peut pas échapper parce qu'ils arrivent, ces géants-là, à s'échanger aussi des informations, comme je vous disais. S'il y a un géant qui n'en a pas, ils peuvent s'entendre pour se passer certaines informations tant que les informations ne nuisent pas à leur marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est le capitalisme sauvage. Hein. Ils cherchent vraiment de l'argent à s'enrichir et c'est ce qui compte pour eux, c'est cela. Donc, ils ont entre eux des échanges de bons procédés qui fonctionnent. Parfois, ils sont en conflit d'intérêts, mais ils arrivent à fonctionner de cette manière-là. Mais qu'ils se rassurent qu'on ne peut plus se passer du téléphone portable et qu'à partir du téléphone portable, déjà, nous sommes tracés, nous sommes suivis, etc. etc. C'est pour ça, aujourd'hui, même pour lutter contre l'insécurité, les terroristes aussi ont compris qu'ils étaient tracés par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils achètent des puces qu'ils utilisent rapidement pour envoyer un message, mais en quelques secondes, c'est-à-dire en 5 secondes, 10 secondes, ils ont fini de transmettre le message et ils détruisent la puce. Parce qu'en 10 secondes, on ne peut pas les identifier. Donc, ils savent, parce qu'au bout dès que vous atteignez les 30 secondes, vous êtes déjà tracé. Donc, les gens aussi développent une contre-intelligence
pour essayer de s'en sortir. Donc, c'est vraiment un monde de transparence programmée, si vous voulez. Donc, il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Notre prochaine question vient du Sénégal. Plus précisément, c'est celle de M. Modou Fatsila Fall, qui dit « Merci professeur pour l'exposé. Je m'appelle Modou Fall, je suis jeune étudiant sénégalais en communication digitale. Ma question est à savoir si l'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la cybercriminalité? Y aurait-il un moyen pour limiter les risques d'être exposé à ce phénomène, d'où la pertinence de la cybersécurité? Bon, la cybercriminalité, si vous voulez, lutter contre ça, c'est possible, mais c'est comme les êtres humains. Tous les outils que l'on fabrique, vous pouvez en faire du bien, comme vous pouvez utiliser ça pour faire du mal. En fait, la cybercriminalité, c'est une mauvaise utilisation, si vous voulez, de toutes ces nouvelles plateformes que nous avons à travers le numérique et dans l'intention de nuire, dans l'intention d'usurper quelque chose, de voler, etc. Donc, et les gens arrivent à utiliser ça, par exemple, pour retirer de l'argent sur certains comptes bancaires, alors que ce n'est pas leur compte. Et on arrive à faire des placements en usurpant un certain nombre de données comme ça, bancaires, etc. Donc, vous comprenez, lutter contre ça, c'est possible. C'est comme si vous me dites, est-ce qu'on peut lutter contre le mal sur la Terre? Moi, je vous dis oui, mais il y aura toujours des gens qui vont toujours faire le mal. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, résolument, travaillent à être des cybercriminels parce qu'ils cherchent la facilité, ils utilisent leur intelligence pour essayer d'avoir des avantages en utilisant de mauvaises méthodes. Bon, ça, si vous voulez, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Hein. Il ne faut pas croire que l'on peut enrayer. C'est comme si vous me dites, est-ce que la corruption peut être enrayée à 100%? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la vertu seule gère le monde sans le vice? Je vous dis, ce n'est pas possible. Donc, de la même manière, il y aura toujours la cybercriminalité, mais c'est à nous de faire les bons choix, d'éduquer nos jeunes à ne pas se laisser tenter par la cybercriminalité. Monsieur Komla et Lolo, cette fois pour une autre question, professeur, qui dit avec la croissance des deepfakes, la crédibilité des informations n'est-elle pas risquée? Oui, tout à fait. Elle a parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, la crédibilité de l'information est mise en cause. Hein. On ne sait plus où se trouve la vérité et le mensonge, parce que les deux frontières ont tendance à se toucher, parce que la recherche d'intérêt tend à faire reculer la frontière aussi de la vérité. Donc, c'est pour ça il faut rester vigilant, confronter les sources pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, et procéder à la vérification par les check-faking et tout ça, pour essayer de voir est-ce que toutes les informations qui circulent sont vraies, et non pas prendre la première information pour argent comptant. Je crois que ça commence par cette attitude de vigilance. Merci, professeur. Pour rappel, nous sommes au 3e webinaire organisé sur cette plateforme sous la commande de l'UNESCO dans le cadre du projet dénommé Éducation aux médias et à l'information, point d'engagement civique des jeunes. Nous sommes en compagnie du professeur Théophile Serge Balima, qui ne ménage aucun effort pour à chaque fois nous accompagner, à chaque fois qu'on fait appel à lui sur des thématiques qui lui sont familières. Les questions que nous voyons là sont les mêmes qui reviennent. Comment sécuriser sur les médias nos données? C'est en gros, professeur, des questions récurrentes qui tiennent vraiment à cœur à nos internautes. Ah oui, on comprend véritablement pourquoi. C'est ça, je les comprends. Moi, je les comprends aussi. C'est un souci majeur parce qu'il faut la sécurisation des données, c'est vraiment le défi de notre temps à l'heure actuelle. On a beau faire, il y a des gens qui ont nos données à leur disposition. Les grands serveurs ont nos données forcément. C'est une condition essentielle pour accéder aux plateformes. Alors maintenant, lorsque ces données sont stockées au niveau des plateformes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces gens-là respectent les lois de la confidentialité. Mais on n'a aucune garantie que parfois, devant leurs intérêts personnels, ils sont prêts à vendre même ces données personnelles à d'autres structures pour pouvoir nous atteindre pour différentes raisons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment limiter la transmission des données autant qu'on peut. Mais comme je vous dis, l'individu est suffisamment exposé à l'heure actuelle parce que la capacité de stockage des données est devenue énorme et ça concerne tous les aspects de notre vie sociale, politique, intellectuelle, culturelle, etc., etc. Donc, ça fait que finalement, nous sommes des sujets exposés facilement
à la manipulation par d'autres structures, par d'autres personnes qui ont des calculs différents de nos propres aspirations. C'est ça notre monde à l'heure actuelle, mais il faut qu'on apprenne à vivre avec ça et à faire aussi en sorte que nos États prennent des lois qui sont très strictes, des lois très strictes sur la confidentialité des données pour qu'en cas de manquement, évidemment, ces grosses entreprises puissent payer tellement élevé qu'elles vont faire attention aussi dans l'utilisation de nos données. C'est ce qui reste à faire. Il faut que les sociétés civiles s'organisent pour peser sur les États, les juristes, pour que vraiment les lois soient de plus en plus sévères et que toutes ces lois-là soient adoptées par tous les pays membres, par exemple, des Nations Unies. Voilà, il faudrait cela absolument. Monsieur Sidib, le conseiller, nous dit le problème, professeur, est que le plus souvent, ces plateformes ne sont pas dans les pays africains. Si vous prenez un exemple sur IMO, Instagram, Facebook, par exemple, donc pour lui, attaquer véritablement voilà, ces grosses boîtes-là est chose carrément impossible. Bon, oui, pas impossible, mais c'est difficile. Voilà. Oui. C'est très difficile parce qu'effectivement, comme je vous dis, ils ont des très grands avocats et puis ils peuvent corrompre aussi nos tribunaux assez facilement parce qu'ils ont des grands moyens. Parce que pour eux, comme ils ont des millions de dollars par jour, mais ils peuvent corrompre facilement un tribunal. Comme on dit quelquefois, tout homme a un prix. Si après d'un certain montant, chacun dit je ne suis pas d'accord, je peux résister, mais ils peuvent doubler, tripler, quadrupler, et à un moment donné, on ne sait plus si l'individu sera capable de refuser ou pas. Sans compter qu'ils peuvent influencer aussi les États, qui sont corruptibles aussi à ce niveau-là. Donc, il y a tellement de facteurs qui font que j'ai tendance à lui donner raison, que ça sera très difficile, parce qu'ils ont les moyens et les rapports de force absolus à l'heure actuelle. Mais si nous développons au niveau de nos entités sous-régionales des politiques assez uniformes, eh bien, nous pouvons donner de la voix. Mais encore faut-il que l'Afrique se réveille, que nous puissions parler le même langage au niveau des États, ce qui est loin d'être le cas. Monsieur Doucouré demande s'il est possible de mettre des méthodes techniques pour sécuriser nos données. Je ne sais pas ce qu'il entend par méthode technique, mais voilà. Je ne sais pas si, professeur, vous avez compris cette question. Oui, j'essaie de comprendre. Okay. Pour lui, est-ce qu'il y a... Non, on ne peut pas, puisque ce n'est pas l'individu qui sécurise ses données dans le serveur, mais c'est ceux qui détiennent les serveurs qui doivent assurer la confidentialité. Bon, maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que je dois donner mes données à cette application pour accéder à ce que je veux. Bon, ça, c'est votre autonomie, mais si à chaque application, vous donnez vos données, évidemment, vous multipliez le risque d'être un jour tout à fait exposé à des déconvenues regrettables. Monsieur Steven Zaïbo vous remercie pour votre exposé, professeur, et il cherche à savoir si les médias tels que la télévision, la radio n'ont pas un rôle à jouer dans la sensibilisation des jeunes. Je suis d'accord avec lui. Il faut que les médias se mettent à la sensibilisation pour que les jeunes fassent vraiment attention. Sinon, il y a beaucoup de littérature cochonne qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a des photos compromettantes entre amis, entre copains, mais c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment dangereux. Il faut que les jeunes fassent attention par rapport à ça parce que ça peut compromettre leur avenir demain. Quelqu'un peut l'utiliser demain contre leur carrière. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Monsieur Abdoulaye Konaté nous dit, est-ce que nos données telles que les boîtes mail peuvent être utilisées à partir de cette plateforme pour influencer notre compte bancaire? Non, je ne pense pas, sauf si, effectivement, vous avez donné votre code bancaire sur votre mail. Parce qu'il y en a qui font ça, parce qu'ils disent qu'ils peuvent oublier. Donc, ils s'envoient un mail avec le code de leur propre carte bancaire. Bon, ça, c'est effectivement dangereux. Comme ça, là, effectivement, quand on arrive à pirater votre compte, on accède à votre code bancaire. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? À tout faire pour subtiliser votre carte bancaire. Et comme on sait qu'on est toujours porteur de sa carte bancaire quand on se déplace, quand ils prennent votre trousseau, ils vont aller chercher la carte bancaire et puis sur cette base-là maintenant, ils vont aller tranquillement dans un guichet automatique et puis ils vont pomper les sous que vous avez. Ils vont d'abord demander le solde et la machine va dire, voilà, il reste 400 000 dedans ou 500 000. Ben, il va racler voilà, jusqu'au centime près. Et puis c'est tout. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. D'accord. Alors, professeur, nous voilà au terme de cette phase de questions. Nous avons, je crois, oui,
fait le tour des questions qui nous étaient posées sur les différentes plateformes et nous remercions tous ceux qui voilà, ont intervenu. Mais avant de se dire au revoir, avec votre permission, bien entendu, professeur, nous allons permettre à nos partenaires d'UNESCO d'intervenir là. Bonjour à tous. Bonjour, professeur. Il est là. Bonjour à l'équipe de Éducommunique Afrique, une équipe avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Nous saluons profondément le dynamisme qui caractérise l'action de Éducommunique. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour saluer tous les participants, ceux qui suivent sur Zoom et aussi via les autres plateformes qui sont en ligne. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du professeur Badima. Ce n'est pas la première fois, j'ai suivi les autres sessions. Je n'ai pas voulu intervenir, mais j'ai suivi d'autres sessions aussi. J'ai beaucoup apprécié les échanges. Je veux croire que le public cible de cette intervention mesure toute l'importance de disponibilité à l'ère du numérique. Tout particulièrement, ces compétences sont aussi, de mon point de vue, des compétences critiques pour pouvoir naviguer dans l'environnement numérique. Mais bien plus, parce que ce sont des compétences qui peuvent nous être utiles au-delà de l'environnement numérique. Lorsqu'on voit la panoplie des compétences liées à l'éducation aux médias et à l'information. Particulièrement par rapport à aujourd'hui, j'ai suivi avec particulièrement d'intérêt l'exposé du professeur sur tous les risques qui sont liés avec tout particulièrement la question de la préservation de la vie privée en ligne. Je pense que le professeur Badima a suffisamment sensibilisé sur le fait que de toutes les façons, les plateformes qui collectent les données n'ont pas les mêmes priorités, les mêmes préoccupations et les mêmes centres d'intérêt que ceux qui mettent à leur disposition ces données. Et que parfois, d'ailleurs, entre les intérêts de ces plateformes et les intérêts de ceux qui choisissent de leur confier des données, les intérêts sont parfois divergents. Et en conclusion, parfois, c'est des termes contractuels qui sont généralement en défaveur de ceux et celles qui confient les données à ces plateformes. Et très souvent, nous n'avons pas toujours de choix parce que c'est toujours à prendre ou à laisser. Les conditions sont formulées de manière à ce que c'est toujours à prendre ou à laisser. Et on le voit d'ailleurs ces jours-ci avec Facebook qui est en train d'introduire dans le cadre de son application WhatsApp des nouvelles dispositions sur la collecte d'un certain nombre d'informations et du croisement de ces informations avec ces autres plateformes. Et on est aujourd'hui placé devant le fait que soit on accepte ces nouvelles conditions pour continuer à utiliser Facebook, WhatsApp, soit on refuse ces conditions et donc on est interdit d'utilisation de la plateforme. En quelque sorte, c'est ce que les plateformes veulent, ce que ces grandes structures de l'Internet veulent, c'est que si ça nous arrange, tant mieux, mais si ça n'arrange que vous et que nous ne trouvons pas un intérêt, nous ne trouvons pas donc nécessité à pouvoir nous y engager. Mais ce que le professeur a dit sur le fait que de toutes les façons, les données que nous ne plaçons pas en ligne n'ont aucun risque. Il n'y a aucun risque pour les données que nous ne partageons pas. Il n'y a aucun risque pour les informations qu'on ne partage pas. Ce qui veut dire que nous devons donc faire preuve de suffisamment de prudence, d'esprit critique. Je pense que c'est une dimension particulièrement chère à l'éducation aux médias et à l'information. Faire preuve d'esprit critique sur ce que nous décidons de mettre en ligne. Et aller toujours du principe que ce que j'ai mis en ligne, je n'ai plus de contrôle dessus. Quel que soit tout le discours que les plateformes peuvent nous donner en termes de sécurité, on le voit. On l'a vu, des grosses plateformes dont on a pu pirater les bases de données et ainsi de suite, tout cela. Donc, je n'ai plus de contrôle dessus. Et en cela,
c'est dire que toute la responsabilité, c'est d'abord la responsabilité de l'individu. L'individu doit être suffisamment outillé et c'est en ça que nous avons tout l'intérêt de ce travail que nous sommes en train de faire avec EduCommunique, c'est dire outiller le plus grand nombre de publics, les jeunes, à pouvoir s'approprier ces compétences pour savoir se comporter face à ces plateformes. Et donc, je voudrais donc saluer tout ce travail et espérer que les jeunes vont effectivement pouvoir se l'approprier, que ce ne sera pas juste un webinaire de plus, mais que ce sera un webinaire qui apporte un plus dans les pratiques quotidiennes des jeunes et que de moins en moins, nous verrons des jeunes qui se retrouvent dans des situations où soit leurs données ont été piratées, soit ils ont partagé une information sensible qui plus tard leur est préjudiciable parce qu'ils auront exercé un minimum d'esprit critique par rapport à ce qu'ils partagent en ligne ou pas, par rapport à comment ils traitent leurs mots de passe, par rapport à comment ils adhèrent ou bien utilisent des plateformes qui sont mises en ligne. Voilà, il faut se dire que c'est possible. Et j'ai beaucoup apprécié le professeur lorsque les gens ont posé la question, est-ce que c'est possible? Il a toujours veillé à dire c'est possible. C'est possible. Donc, là, on n'a pas, à partir du moment où on met des choses en ligne, on n'a aucune garantie de quelle peut être son issue, de comment ça peut être utilisé. Donc, on a besoin donc de cet esprit critique et d'avoir parfois un peu de la retenue par rapport à ce que nous voulons faire en ligne ou pas. Je voudrais donc vous saluer et remercier une fois de plus pour cette formation. Je passe au passage mes salutations à Cyril et merci Nina pour la modération. Professeur, merci beaucoup pour votre générosité et je souhaite bonne continuation. Oui, non, bonjour à tous. Je pense que monsieur, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Mes remerciements à vous, à Cyril et bien évidemment au professeur. Non, je n'ajouterai rien par rapport à ce que monsieur Kenmoe a dit au nom du bureau. Merci beaucoup et merci encore pour ce webinaire très enrichissant. Merci. Tout le merci vous revient. Merci également une fois de plus au professeur Balima pour sa disponibilité et son expertise qu'il n'hésite pas à toujours mettre à la disposition de ceux qui lui font appel. Merci à tous les participants et nous espérons que vous serez fidèles au rendez-vous du mois de mai, dans un mois. Et la date exacte vous sera communiquée bientôt. Merci de relayer l'information autour de vous. Merci au service technique, une fois de plus, et à très bientôt. Excellente journée à vous.